Bien, bon après-midi, mesdames et messieurs. Nous allons reprendre l'étude de la structure de la lithosphère et de la sténosphère vue par la sismologie. Alors, je vais commencer par un petit écart, puisque la dernière fois, quelqu'un m'a demandé comment marchait la tomographie. Alors, j'ai pensé que ce serait utile de faire un petit rappel. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à partir de l'illumination de l'intérieur de la Terre par les ondes sismiques, quelles sont les variations latérales de structure. Où y a-t-il des zones plus chaudes, où y a-t-il des zones plus froides, où y a-t-il des zones plus denses et moins denses suivant la composition et la température. C'est tout à fait similaire à ce qu'on fait en médecine, où on essaye de voir aussi des variations en 3 dimensions à l'intérieur du corps humain. En sismologie, on utilise comme paramètres les vitesses sismiques des ondes, qui sont des propriétés élastiques, donc qui dépendent du milieu. Et donc, on mesure des temps de propagation à l'intérieur de la Terre, et on va en déduire les régions qui sont plus rapides que la moyenne et les régions qui sont plus lentes que la moyenne. Et ensuite, on va interpréter ça en termes de composition et de température. En première approximation, les régions plus rapides sont plus froides et les régions plus lentes sont plus chaudes, mais ce n'est qu'une première approximation. Alors, comment ça marche ? Si on a un corps, on peut partir d'un corps homogène, donc avec la symétrie de la Terre, mais il est homogène, des raies sismiques qui traversent, donc c'est des lignes droites si le corps est homogène. On a des sources, ici S1, S2, et des stations. Et donc, on peut mesurer les temps de propagation des ondes le long de ces trajectoires, de ces raies. On peut mesurer les temps de propagation, on peut mesurer aussi l'atténuation des ondes. Et suivant le type d'onde qu'on utilise en médecine, on va aussi utiliser souvent l'atténuation par le milieu. Mais si vous avez des hétérogénéités latérales, donc par exemple ici une région de caractéristiques plus rapides que la moyenne et ici une autre de caractéristiques plus lentes que la moyenne, et que vous comparez les temps de propagation que vous mesurez sur le terrain aux temps de propagation sur les mêmes trajets dans votre modèle de référence, donc dans le modèle homogène dont vous connaissez la vitesse V0, vous allez avoir une anomalie de temps de propagation le long des trajets qui traversent ces anomalies de structure. Donc ici, vous allez avoir un temps d'arrivée plus court, puisque la région est plus rapide, que le temps de trajet de référence. Ici, vous allez avoir un temps de trajet plus long, parce qu'il va être ralenti, la l'onde va être ralentie au passage dans cette structure. Par contre, les trajets qui ne traversent aucune de ces structures ne seront pas modifiés. Donc, si vous pouvez couvrir la surface avec un ensemble de sources et aussi un ensemble de receveurs, de stations, vous allez pouvoir échantillonner tout l'intérieur du corps dans différentes directions et en différents endroits. Et à partir de ça, vous allez pouvoir en déduire où sont les anomalies. Par exemple, si j'ai un trajet qui va comme ça, il ne va pas voir l'anomalie rapide, celui-ci va le voir, mais un trajet par ici ne va pas le voir. Donc je vais pouvoir déjà déterminer que l'anomalie se trouve quelque part ici. Ensuite, en comparant avec des trajets qui vont dans l'autre sens, je vais pouvoir définir plus précisément la région affectée. Et plus je définis la région affectée de manière précise, plus j'aurai aussi de manière précise l'anomalie de vitesse. Et donc maintenant, on met tout ça dans un système mathématique qui est un système d'équations où les inconnues sont les variations de vitesse. On paramétrise le modèle en certaines unités, par exemple des blocs ou sur une base de fonctions. Et donc, on va pouvoir... on peut faire ça à la main si on a un petit nombre d'inconnus, mais si on a un grand nombre d'inconnus, il faut faire ça mathématiquement dans un ordinateur. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche dans tous les cas de figure. Et c'est un problème typique du style problème inverse, où en général, on n'a pas assez de contraintes, c'est-à-dire assez d'équations ou assez de trajets traversant tout le milieu pour pouvoir vraiment définir de manière unique la structure. Et c'est ça le problème fondamental de la tomographie sismique.
la situation est beaucoup plus simple en tomographie médicale, rien que par le fait qu'on peut mettre des stations et des sources tout autour du corps, et alors qu'en sismologie, on est limité par les sources sismiques qui sont les sources naturelles de séisme, qui sont essentiellement le long des plaques, des limites de plaques, et puis les stations qui sont principalement sur les continents. On a encore beaucoup de mal à installer des stations en fond de mer. Or, la Terre est couverte aux 2/3 d'océan, donc c'est un problème. Voilà. Donc, je reviens donc à ce dont on parlait la dernière fois. J'avais fait ce schéma tout à fait simplifié de comment on peut concevoir les variations de structure et de comparaison entre les océans et les continents, avec une lithosphère plus épaisse dans les continents, une lithosphère moins épaisse sous les océans et sous les zones des continents qui sont affectés actuellement par des mouvements tectoniques. Ceci, on peut le déduire donc à partir des vitesses isotropes, mais aussi à partir des données d'anisotropie, comme j'ai commencé à vous en parler la dernière fois. Par contre, je parlerai plus tard de ces lettres L et G, L étant qui indiquent des discontinuités dans le manteau. Jusqu'à présent, on n'en a pas parlé. La tomographie qui utilise les ondes de surface et les ondes de longue période, les formes d'ondes de longue période, ne permet pas de vraiment bien, fixer les caractéristiques du passage entre la lithosphère et la sténosphère. C'est ce dont nous allons principalement parler aujourd'hui. Mais je voudrais terminer d'abord pour ce qui est de l'anisotropie. Nous avons parlé la dernière fois d'anisotropie radiale, donc, ou d'anisotropie de polarisation, c'est-à-dire l'anisotropie qui est manifestée par des vitesses différentes pour les ondes polarisées horizontalement, les ondes SH, et les ondes S polarisées verticalement, les ondes SV. Et en moyenne, dans le manteau supérieur, on trouve toujours que la vitesse des ondes SH est supérieure à la vitesse des ondes SV, mais il y a des variations latérales, en particulier du domaine de profondeur affecté. Alors il y a donc l'autre type d'anisotropie, c'est l'anisotropie azimutale, donc les variations de la vitesse en fonction de l'azimut dans un plan horizontal. On en a parlé également, je pense, la dernière fois. Et j'en étais arrivée à dire qu'avec les ondes de surface, on arrive à voir des variations, mais on ne peut pas forcément bien définir cette profondeur, surtout dans les zones où la lithosphère est épaisse, à cause d'un manque de résolution. Alors pour ça, on va appeler à la rescousse des ondes de volume, et on va parler donc des ondes de volume qui sont des ondes de plus courte période. Donc elles vont être plus sensibles à des variations sur des petites distances, hein, suivant leur fréquence. Et on va parler de plusieurs types d'observations. Je vais d'abord parler du phénomène de biréfringence, ou ce qu'on appelle aussi splitting du nom anglais, que je vais utiliser, je pense, je ne ferai pas très attention, donc j'utiliserai ce mot-là, et qui va nous donner aussi des renseignements sur l'anisotropie azimutale. Et ensuite, je vais parler des méthodes basées sur les ondes réfléchies et converties aux discontinuités de structure, qui va nous donner accès d'une manière complémentaire à la stratification dans les océans et dans les continents. Alors la biréfringence, si vous avez une onde S qui se propage dans un milieu isotrope et qu'elle vient à rencontrer une zone affectée par l'anisotropie sismique, cette onde va se diviser à l'entrée dans ce milieu en deux ondes, et ces deux ondes vont se propager vont être polarisées dans des plans orthogonaux et vont vont se propager avec des vitesses différentes. Donc on va avoir une onde rapide et une onde lente. Et plus l'épaisseur de la zone anisotrope est grande, plus l'écart de temps de propagation va être grand. Et donc à la sortie de ce milieu anisotrope, on va avoir deux ondes au lieu d'une, polarisées dans des directions différentes, orthogonales, et un temps de différence ici qu'on va pouvoir relier à, d'une part, la distance parcourue
dans cette zone anisotrope, et bien sûr à la vitesse, à la différence des vitesses, à l'anisotropie donc rencontrée donc, à l'intérieur de cette zone suivant la polarisation des ondes. Donc une vitesse dans la direction de l'onde rapide et une vitesse lente dans la direction de la zone lente. Alors, ce phénomène est observé depuis longtemps et utilisé pour l'étude du manteau supérieur avec un type d'onde très particulier qui est très pratique pour ces études, c'est l'onde SKS. L'onde SKS, c'est une onde qui commence à la source sous forme d'une onde S, qui se convertit à la limite noyau-manteau en une onde P, d'où son nom SK, K pour noyau en allemand, Kern. Le noyau liquide ne propage pas des ondes S, donc les seules ondes qui traversent sont des ondes qui se convertissent en P. Et ensuite, à la sortie du noyau, cette onde va se reconvertir en onde S et apparaître dans les stations d'observation sous la forme d'une onde S. Ce qui est particulier, c'est que comme elle s'est convertie en onde P dans le noyau, lorsqu'elle va se reconvertir, ça va être une conversion d'une onde P en une onde S, et elle est forcément polarisée en onde SV, donc avec une polarisation verticale, dans le plan vertical. Et donc, si le milieu est isotrope dans le manteau, on va observer à la station cette onde uniquement sur la composante radiale, c'est-à-dire la composante qui est incluse dans le plan vertical qui contient la source et la station, peut-être un peu sur la composante verticale, mais en tout cas, on ne devrait rien voir sur la composante transversale, qui est la composante perpendiculaire au tableau ici, ou perpendiculaire au plan donc, qui contient le centre de la Terre et qui contient la source et la station. Donc, si tout est isotrope, c'est tout simple. Par contre, si donc dans un milieu isotrope, SKS est polarisé en SV et observé sur la composante radiale, mais il n'y a pas d'énergie sur la composante transversale. Par contre, si elle rencontre un milieu anisotrope, et l'anisotropie dans le manteau, on le sait déjà depuis pas mal de temps, est surtout concentrée dans le manteau supérieur. Il y en a un peu aussi près de la graine, là, dans la zone juste à la base du manteau, mais l'essentiel est dans le manteau supérieur. Donc on va pouvoir associer, là, si on voit de la birefringence, ça va nous signifier que cette onde a rencontré un milieu anisotrope quelque part entre la limite noyau-manteau et la surface. Et en fait, quand on va faire des moyennes sur de nombreuses stations, sur de nombreuses sources autour d'une station donnée, et qu'on va avoir des observations consistantes, des observations qui sont cohérentes, on va pouvoir les associer avec de l'anisotropie dans le manteau supérieur. Alors dans les observations, c'est très clair. Ici, c'est un exemple d'observation. Donc, on observe ces ondes entre des distances d'environ 80 et 120 degrés. Ici, la bande de distance est un peu plus large, mais en général, elles sont utilisables sur une bande de distance. La distance, je vous rappelle, mesurée à partir du centre de la Terre en degrés, et surtout entre 80 et 120 degrés. Alors ici, donc, vous avez une telle observation. Donc, la composante verticale, les composantes horizontales, donc, rapportées aux axes radiaux dans la direction de propagation, donc dans ce plan-là, et la composante transverse perpendiculaire. Et vous voyez cette onde SKS ici sur la composante radiale, mais aussi une énergie qui arrive à peu près en même temps, en fait un peu plus tard. Vous voyez ici le pointillé, on arrive un tout petit peu plus tard que l'onde sur la composante radiale. Et donc, c'est une manifestation de l'existence d'anisotropie. Je n'ai pas d'exemple où on ne voit pas d'énergie sur la composante transversale, mais il y en a bien sûr aussi ces observations. Vous voyez ici, plus tard, on voit l'onde diffractée. Ici, c'est l'onde qui s'est diffractée le long de la limite noyau-manteau, qui arrive un peu plus tard. Et il y a des ondes aussi SKS multiples, c'est des ondes qui se réfléchissent plusieurs fois sur la limite noyau-manteau à l'intérieur du noyau, et qui arrive un petit peu plus tard que l'onde SKS. Alors, donc, ce qui nous intéresse, c'est cette observation-là, c'est la présence
de cette onde SKS sur la composante transversale. Si vous regardez de près, vous voyez tout de suite, d'abord elle est décalée un peu, et ensuite elle n'a pas tout à fait le même contenu fréquentiel. Celle-ci a un contenu fréquentiel un peu plus élevé, donc un peu plus haute fréquence. Vous voyez, l'écartement en temps de ces parties de l'onde est moins grand que dans l'onde SKS sur la composante radiale. Alors tout ça, donc on va représenter le splitting, ou donc la biréfréquence, par la direction de l'axe rapide et le délai, donc la différence de temps entre l'arrivée sur l'axe rapide et sur l'axe lent. Alors donc ce sont deux paramètres qui vont donc nous servir à ensuite donc en déduire les propriétés d'anisotropie du manteau supérieur. Alors, donc, le référentiel, c'est ça. Vous avez dans le plan horizontal, vous avez au départ la composante nord et la composante est, qui sont les deux composantes sur lesquelles on va vraiment réellement mesurer les ondes sismiques. Il y a en général des instruments à trois composantes, une verticale et deux horizontales qu'on essaye d'aligner le mieux possible avec le nord et l'est, par convention, pour savoir ce qu'on fait plus tard. Et on va pouvoir faire, connaissant la localisation du séisme, on va connaître la direction de propagation, et donc on va connaître ici la direction R avec l'angle psi qu'elle fait avec le nord, et donc on va pouvoir faire la rotation des observations sur la composante radiale et sur la composante transversale qui est orthogonale à la composante transversale. Dans le milieu, les observations par contre vont nous donner, en analysant les données, on va voir la direction de l'axe rapide, qui est ici, qui va être définie par l'angle psi1 par rapport au nord, et celle, a fortiori, de l'axe lent, qui va être perpendiculaire à cette direction rapide. Et donc, on va travailler en fonction de la différence entre les angles psi et psi1, donc psi moins psi1, qui représente l'écart entre la composante radiale et la direction de l'axe rapide, en s'affranchissant ainsi du nord qui ne joue qu'un rôle de référence. Et donc, maintenant on peut projeter le mouvement le vecteur donc, du mouvement sur la composante radiale, on peut projeter sur les axes F et T, et de même on peut projeter le mouvement du composante transversale sur les axes F et T en faisant un changement de référentiel, et on peut voir, puisque en introduisant la différence de phase entre les deux ondes qui provient de la différence de temps d'arrivée, donc ce delta T ici, on peut voir assez simplement que l'expression de la composante radiale en fonction de l'angle bêta et donc ça c'est donc l'amplitude de cette composante en fonction de l'angle bêta et de l'écart de temps delta t s'écrit comme ceci, et la composante transversale comme cela. C'est simplement une projection sur ces deux axes rapides et lents. Et on peut, donc là j'ai répété cette équation, en supposant qu'on est à suffisamment longue période, c'est-à-dire que le temps de différence qui est de l'ordre de la seconde n'est pas en général pas plus de 2 secondes. Donc si on travaille à relativement longue période, disons à période supérieure à 10 ou 15 secondes, on peut supposer que cette quantité-là est petite, on peut développer ces expressions et on va obtenir une expression simple pour la composante radiale, simplement cosinus oméga t, puisque ce terme si le cosinus carré bêta plus sinus carré bêta va donner 1, et l'autre terme est un terme d'ordre supérieur en sinus qu'on va ignorer pour l'instant. Et de la même manière, la composante transversale va s'écrire comme ceci. Donc on a une expression au premier ordre tout à fait simple, où on s'aperçoit que la composante transversale en fait s'exprime en fonction de la dérivée temporelle de la composante radiale. Vous avez un cosinus oméga t, ça donne moins sinus oméga t en dérivée. Vous avez, pardon, ici, oui, donc vous allez avoir le oméga sinus oméga t est relié à
va donner R'T, et donc vous allez avoir cette expression-là pour la composante transversale. Donc déjà, vous voyez ici qu'on a un facteur oméga ici de plus, donc on a un contenu en fréquence plus grand. Donc c'est ce qui explique pourquoi cette onde qu'on voyait sur les observations dans la figure précédente était plus ramassée que sur la composante radiale. Et on a aussi tout de suite accès à ces quantités-là, l'écart de temps et la direction de l'axe rapide. Et donc la composante T se comporte comme la dérivée en temps de la composante radiale, et le rapport d'amplitude TAR dépend du sinus de 2 fois cet angle qui donc définit l'axe rapide. Et en fait, quand on regarde, on fait des diagrammes du mouvement particulier, ce qu'on appelle le mouvement particulier. Donc en fonction du temps, on regarde l'amplitude, on recompose l'amplitude de la composante radiale et de la composante transversale, et donc on prend un intervalle de temps, ici sur ces 2 exemples d'enregistrement. On va dessiner ça en fonction du temps, quelle est l'amplitude de la composante radiale et de la composante transversale. Et lorsque vous avez de la biréfringence, vous allez voir, ça va décrire un mouvement elliptique dans le temps. Ça, c'est l'axe de temps qui suit ici. Donc en chaque point, vous avez autant donné quelle est l'amplitude de la composante radiale et quelle est l'amplitude de la composante transversale, alors que si vous n'aviez pas de biréfringence, tout serait sur la composante radiale, donc vous auriez une ligne droite. Et donc on voit très bien ça dans ces données. Ces 2 exemples de données observées à la station de Saint-Sauveur, ici en France. C'est une station du réseau Global Geoscope, donc développée par la France. Et vous voyez dans ces 2 cas, la composante radiale et la composante transverse de l'onde SKS, très forte dans cet exemple. Et quand on regarde en fonction donc du temps, ça va décrire ces ellipses. Et donc le but de l'analyse, ça va être de trouver les paramètres, donc le delta t et la direction de l'axe rapide, qui va nous permettre de remplacer cette ellipse par une ligne droite le long de l'axe R. Donc c'est ce qu'on fait. Et, ces techniques ont été développées dans les années 80, mais maintenant sont développées, enfin tout le monde le fait si vous voulez, c'est vraiment devenu presque une industrie comme on dit en anglais. Mais donc on fait des cartes ensuite, on regarde donc dans une station donnée, on va analyser toutes les données SKS qu'on peut avoir dans tous les azimuts, et on va en déduire une mesure, si possible robuste, de la direction de l'axe rapide, qui est ici indiquée par la direction de cette petite barre, et de l'écart de temps entre l'onde rapide et l'onde lente, delta t, qui, comme je l'ai dit, est de l'ordre de 1 à 2 secondes. Ici, je ne sais plus quelle est l'échelle de temps, mais je pense que cette grande anomalie ici est de l'ordre de entre 2 et 3 secondes. Alors, évidemment, on peut interpréter ça en fonction. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître, bien sûr, dans quelle zone du manteau supérieur et donc quelle est l'origine de ces écarts de temps, et donc où se trouve l'anisotropie. On a tout de même un problème, puisqu'on a une incertitude. La différence de temps s'exprime en fonction de l'épaisseur de la couche anisotrope traversée par l'onde SKS et de l'écart de vitesse entre l'onde rapide et l'onde lente, donc delta V sur V, où V est la vitesse de référence, la vitesse d'un modèle isotrope de référence. Donc, à cause de ce produit-là, on a une incertitude. On peut prendre une couche plus épaisse avec une amplitude d'anisotropie plus faible, ou une couche plus faible, d'épaisseur plus faible, avec une couche d'anisotropie plus élevée. Donc, en fait, ces données-là nous donnent vraiment une idée de la moyenne de l'anisotropie sur le manteau supérieur, mais elles n'ont aucune disons, résolution verticale. La résolution verticale, il faut aller la chercher dans les ondes de surface, en combinaison avec ça. Alors maintenant, on a des mesures beaucoup plus étendues. Ici, c'est un exemple, mais qui date déjà de 4 années, lorsqu'il y avait beaucoup de stations, c'est sur le continent nord-américain, il y a beaucoup de stations dans l'ouest des États-Unis, et vous voyez toutes ces mesures qui, en fait, ont des cohérences. On obtient des directions d'axe rapide très cohérentes d'un endroit à un autre sur de grandes régions.
De nos jours, c'est-à-dire en 2013, on a beaucoup plus de données qui remplissent de plus en plus cette région-là, parce qu'il y a eu donc un réseau très dense de stations temporaires qui s'appelle USARA, qui, depuis 2007, traverse les États-Unis de part en part, en restant dans un endroit donné pendant 1 an ou 1 an et demi, et en se déplaçant vers l'Est tous les ans. Ils sont arrivés maintenant, ils arrivent sur la côte Est actuellement des États-Unis. Donc ces stations temporaires ont permis déjà sur la partie ouest des États-Unis, mais vont permettre rapidement, bientôt sur la partie ouest, de compléter ce tableau avec des mesures très denses. Ici, ce qui est indiqué, c'est la direction du mouvement de la plaque nord-américaine sur laquelle se trouve l'Amérique du Nord, donc la direction absolue du mouvement de la plaque. Et vous voyez qu'à première vue, un certain nombre de ces données s'orientent dans une direction qui n'est pas très lointaine de cette direction absolue de la plaque. Alors, nous avions déjà... alors donc, on peut faire des mesures de biréfringence par les ondes SKS et donc avoir une idée de la moyenne de l'anisotropie disons, sur tout le manteau supérieur. On peut comparer ça à la prédiction faite à partir des modèles d'ondes de surface de ces mêmes quantités. Donc on prend un modèle anisotrope du manteau supérieur déterminé par les ondes de surface ou les ondes de longue période, et on peut, par le calcul, à partir de ce modèle, prédire quel devait être le splitting, ou les paramètres de biréfringence des ondes SKS. Et quand on fait ça, on s'aperçoit que, alors bien sûr, les modèles, ici ce sont les mesures d'ondes SKS, c'est une étude qui a déjà presque 15 ans, mais disons que le résultat tient toujours. Ici, c'était les mesures de biréfringence d'ondes SKS observées dans divers endroits du globe. Vous voyez que c'est surtout sur les continents, parce qu'il y a très peu de stations sur les océans. Il y a des mesures qui ont été faites, mais les mesures de splitting sur les océans posent un autre problème, c'est qu'en général, elles sont faites sur des stations qui sont sur des îles, et ces îles sont des points chauds, et donc ces points chauds sont des structures très anormales, disons, dans le manteau supérieur, donc elles ne sont pas forcément représentatives de grandes régions de l'océan. Donc on se concentre surtout sur les données continentales. Mais vous voyez, et ici, ce qu'on voit ici, donc, c'est un modèle, c'est les prédictions d'un modèle déterminé par l'analyse des ondes de surface. C'est le modèle de Montagnier et Tanimoto de 1991. Et vous voyez, donc, ce modèle est un modèle global, donc par les ondes de surface, vous avez accès à toutes les régions, ce qui est pas mal. Et donc, vous voyez, ces bâtons montrent la direction de l'axe rapide, et aussi elles sont proportionnelles à l'amplitude. Donc ici, on doit avoir des anomalies très grandes de l'ordre de 3%, correspondant à, disons, des 3% d'anisotropie dans le manteau supérieur, et où je devrais surtout parler en termes de delta t, donc de temps de différence qui sont de l'ordre de quelques secondes, disons 2 à 3 secondes, et plus petites dans d'autres régions. Mais si vous regardez de plus près, sous les continents, en fait, les deux ne sont pas cohérents. C'est-à-dire, les directions prédites ici par les ondes de surface vont dans des directions nord-ouest, sud-est, au centre, sur le craton nord-américain. Or, les directions mesurées donc, par le splitting des SKS est dans une direction différente, beaucoup plus proche de la direction de mouvement absolu de la plaque. Donc il y a un problème, et ce problème, moi je l'attribue très simplement au fait que les ondes de surface ont une bonne résolution en profondeur dans les premiers 150 à 200 km, mais elles ont du mal, elles n'ont pas beaucoup de résolution en plus grande profondeur. Donc dans les régions de lithosphère très profonde, elles ne vont pas bien voir l'anisotropie qui existe. Or, en fait, il y en a, et donc elles vont donner des prédictions de SKS qui sont incomplètes. Et ce problème persiste actuellement. Voici un modèle qui vient d'être publié, donc un modèle basé sur les ondes de surface de longue période. Et c'est pareil, si vous regardez, bon, je ne vous ai pas encore montré vraiment un modèle en Amérique du Nord, mais vous voyez aussi ici vers 200-250 km, vous voyez des directions qui ne sont pas du tout dans la direction absolue de la plaque, qui est pratiquement perpendiculaire.
Or, bon, et les auteurs en déduisent que c'est parce que l'Amérique du Nord est sur une plaque qui se déplace lentement par rapport à, disons, l'Australie, où on voit ici des directions qui correspondent à peu près bien à la direction du mouvement de la plaque australienne, et l'Australie est sur une plaque qui se déplace très vite. Mais je pense qu'en fait, ça n'est pas la raison, et donc en fait, pour vraiment avoir la résolution juste en dessous de la lithosphère continentale, il faut faire une inversion qui utilise conjointement les ondes de surface longue période et les splitting SKS. Et donc voilà, donc je vais vous montrer, juste illustrer comment on fait et les résultats obtenus quand on fait cet exercice. Sur le cas de l'Amérique du Nord, donc ici, j'ai juste montré une paramétrisation, donc on commence par un modèle global et on va se concentrer sur l'Amérique du Nord en essayant d'obtenir une résolution latérale meilleure. Ceci en utilisant des données enregistrées à des stations dans l'Amérique du Nord, mais aussi, ce sont des données qu'on appelle télésismiques, dont des sources et des stations qui traversent des grandes distances. Et donc on va se concentrer sur l'Amérique du Nord, mais bien sûr, il faut déjà avoir un modèle global pour pouvoir corriger, disons au premier ordre, des effets de la structure en dehors de la région utilisée. Après, on s'assure qu'on a une bonne distribution azimutale, puisqu'on s'intéresse à l'anisotropie azimutale, donc il est très important d'avoir des observations dans différents azimuts pour ne pas être biaisé par les effets de l'anisotropie dans une direction particulière. Et donc, voici des résultats que nous avions déjà obtenus en 2007. Sur le continent nord-américain, donc je montre ici seulement le résultat, c'est une inversion qui nous donne à la fois la vitesse isotrope, l'anisotropie radiale et l'anisotropie azimutale, mais ici je montre la comparaison de la carte d'anisotropie azimutale à 100 km de profondeur avec celle à 300 km de profondeur. Alors à 100 km de profondeur, on est déjà en dessous de la lithosphère dans l'ouest des États-Unis. Ici, vous avez une carte géologique où ce qui est important de voir, c'est cette limite ici entre la zone bleue qui est la zone des cordillères, qui est une zone active tectoniquement à l'heure actuelle, et la zone stable du continent qui est constituée du bouclier canadien entouré de plateformes un peu plus jeunes, mais toujours de l'ordre du milliard d'années, donc est stable depuis ce temps-là. Donc on voit très bien dans la carte d'anisotropie azimutale. Donc encore une fois, les bâtons donnent la direction de vitesse rapide et leur longueur donne une idée de l'amplitude de l'anisotropie. On voit très bien à 100 km de profondeur cette limite ici qui est le Rocky Mountain Front, qui donc divise la région tectonique de la région stable. On voit une transition assez rapide à l'échelle de cette carte, qui est quand même encore assez grande longueur d'onde, entre une région au centre ici, qui est plutôt de direction nord-sud, de vitesse rapide nord-sud, et ici une région qui vire vers plutôt des directions nord-ouest-sud-est, est-ouest ou nord-est-sud-est. Et par contre, quand on arrive à 300 km de profondeur, où on est déjà sous la lithosphère dans tout le continent nord-américain, on voit que tous ces bâtonnets s'alignent dans une direction qui est très proche de la direction de la plaque, du mouvement de la plaque nord-américaine ici et pacifique ici, donc les directions du mouvement absolu des plaques. Alors, ceci, donc, grâce à l'utilisation conjointe des ondes de longue période et des ondes SKS, et on peut le voir ici, si on compare deux modèles, un modèle qui n'inverse que les ondes de surface ou les ondes de longue période, parce que ça inclut aussi des harmoniques, et un modèle où on inclut et les ondes de surface et les ondes SKS, et vous voyez que ce modèle-là donne un résultat qui était très proche de celui. Donc, c'est les prédictions maintenant de splitting SKS, de ce modèle du manteau supérieur. On voit que dans ce modèle-là, qui n'inclut pas les ondes SKS, on a des directions qui ne collent pas du tout
dans le centre des États-Unis et au Canada avec les directions des observations SKS. Par contre, quand on inclut ces données, elles correspondent bien. Alors évidemment, on peut dire qu'on a rajouté les données SKS, donc c'est normal que les données soient mieux vérifiées, mais on peut montrer qu'en rajoutant ces données, on ne perturbe pas la qualité de ce modèle est toujours très bonne pour expliquer les données d'onde de surface. Donc c'est simplement parce qu'on a une contrainte supplémentaire qui est la moyenne d'anisotropie sur tout le manteau supérieur. Alors ceci, avec les contraintes données par les ondes de surface sur la partie, les premiers 150-200 km, va nous permettre d'avoir plus de résolution dans les parties les plus profondes. Alors ici, on voit ça très bien aussi que ici, on dessine la différence d'azimut entre l'axe rapide et la direction absolue des plaques. À 100 km, elles s'alignent dans l'ouest des États-Unis, mais par contre, dans le bouclier canadien et dans les parties stables du continent, elles sont plus ou moins orthogonales. À 200 km, on a une zone de transition dans le centre des États-Unis, mais à 300 km, on a un bon alignement partout. Et donc, ça donne, en résumé, on a un modèle où on voit une lithosphère qui, ici, donc ça c'est les vitesses isotropes, on voit qu'à 100 km, on a des variations, on a des vitesses lentes qui nous indiquent qu'on est déjà dans la sténosphère, des vitesses rapides lithosphériques ici au centre des États-Unis. Par contre, à 300 km, il reste pratiquement très peu d'anomalies. Donc on est en dessous de la limite lithosphère et sténosphère partout. On voit les variations de l'anisotropie radiale. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ici, on a enlevé un modèle moyen, sinon ce serait tout bleu. Et il en reste un petit quelque chose de SH supérieur à SV juste sous la racine du craton. Et cette carte de l'anisotropie azimutale, toutes ces cartes sont bien cohérentes avec ce modèle qu'on avait au départ défini sur la base de l'anisotropie radiale et des vitesses isotropes. Et maintenant, on a rajouté l'anisotropie azimutale qui va dans le même sens. On aligne l'anisotropie azimutale dans la direction du mouvement absolu de la plaque, juste sous la lithosphère. Alors, on observe un changement de direction de l'axe rapide de l'anisotropie azimutale vers une direction qui s'aligne avec la direction du mouvement absolu de la plaque. Et ça nous permet de faire des cartes de la profondeur de la limite lithosphère à sténosphère. Alors ici, c'est un travail plus récent, mais un peu similaire, avec un peu plus de résolution, où on voit bien une lithosphère très épaisse, de l'ordre de 200 à 220 km d'épaisseur, 250 peut-être, et une lithosphère beaucoup plus fine, ici dans l'ouest des États-Unis et dans les océans, avec une transition ici le long des montagnes rocheuses. Alors ici, en moyenne, encore une fois, pour contraster la structure dans le craton, donc dans cette partie très ancienne du continent, avec la structure dans l'ouest plus tectonique de l'Amérique du Nord, dans les trois paramètres qu'on peut mesurer, la vitesse, la partie isotrope des vitesses, où on voit les vitesses très rapides dans le craton, les vitesses plus lentes ici déjà pratiquement, et avec le minimum dans la zone à faible vitesse dans l'ouest des États-Unis, l'anisotropie radiale qui est toujours plus supérieure, on a toujours VSH plus grand que VSV, le 1 c'est VSH égale VSB, avec une dépendance avec la profondeur un peu différente dans l'ouest et dans le centre. Et surtout, ce paramètre G, qui est le paramètre d'anisotropie azimutale, qui donne l'amplitude de cette anisotropie azimutale, qui est très forte, juste sous la lithosphère dans l'ouest des États-Unis, et dans le centre, sous le craton, on a plusieurs maxima. Nous y reviendrons peut-être la semaine prochaine, avec un maximum ici qui se trouve à l'intérieur de la lithosphère et un autre maximum sous la lithosphère. Donc je mettrai la limite de lithosphère à sténosphère sous le craton serait définie par ce gradient négatif ici dans les vitesses Vs et ce changement d'amplitude, donc ce minimum d'amplitude dans le paramètre d'anisotropie azimutale qui marque une différence, un changement en fonction de la profondeur de la direction de l'anisotropie. Et le paramètre xi,
il est un petit peu indifférent ou difficile par lui-même à vraiment définir. Par contre, dans l'ouest des États-Unis, la lithosphère est moins épaisse, elle est à peine ici 60 à 75 km, on est déjà pratiquement dans la sténosphère pour tous ces paramètres. Je pense que ma bande est un peu trop épaisse, elle devrait être plus fine ici, avec ce maximum-là, déjà bien marquant bien le cisaillement dans la sténosphère. Alors, ceci, c'est une étude très précise, très détaillée sur l'Amérique du Nord, mais on retrouve les mêmes choses dans d'autres régions du globe. Ici, c'est le cas du continent australien, où donc on retrouve la même chose. Ici, c'est des cartes à différentes profondeurs de l'anisotropie azimutale définie par les barres. Ici, on ne les voit pas très bien. Sur le fond des variations de vitesse isotropes, donc avec le pourcentage ici de l'écart de vitesse, en fait c'est SV ici qu'ils ont dessiné. On voit la partie stable du continent australien et la partie active, tectoniquement active ici à l'est. Et quand on regarde en moyenne les directions des axes rapides en fonction de la profondeur ici, donc les mêmes profondeurs, et qu'on les compare à la direction absolue de la plaque. Donc ici, on dessine la différence entre la direction d'axe rapide et la direction de la direction de APM, donc du mouvement de la plaque. Et on trouve à 80 km qu'il n'y a pas une relation très, très bonne, mais quand on arrive à 200 km de profondeur, c'est-à-dire donc à la limite dans la partie stable, on est à la base de la lithosphère, on voit de plus en plus les mesures sont donc corrélées avec la direction absolue de la plaque. Et donc les différents symboles représentent différents modèles de la direction du mouvement de la plaque. En gris, c'est un modèle qui est ancré sur les points chauds. Et en rouge, c'est un autre modèle où on fait une autre hypothèse, qu'il n'y a pas de rotation d'ensemble de la lithosphère par rapport au manteau. Mais peu importe, on voit très bien se dessiner donc sous la lithosphère cet alignement de la vitesse, de la direction de l'axe rapide d'anisotropie avec la direction absolue de la plaque. On voit la même chose en Afrique du Sud. Donc, le continent australien, c'est peut-être celui qui est le moins contesté puisque la plaque a un mouvement très rapide. Donc, les amplitudes de l'anisotropie sont fortes et peuvent être détectées avec seulement les ondes de surface. Ici, vous avez un alignement vraiment très fort qui peut être détecté par les ondes de surface. Par contre, dans d'autres régions de plaques de mouvement lent, comme par exemple l'Afrique se déplace vraiment très lentement vers le nord, essentiellement nord-nord. Voilà, en fait, nord-nord-est, ici c'est la direction de la plaque. Mais on voit aussi qu'en suivant les profondeurs, ici on est dans la croûte, ici dans la lithosphère et ici dans la sténosphère, on voit aussi, alors dans cette étude, ils ont divisé la région ici en plusieurs régions de structures plus ou moins homogènes. Et on voit des directions rapides ici par ces bâtonnets de couleurs qui sont un peu différentes suivant les régions dans la croûte et dans la lithosphère. Mais par contre, dans la sténosphère, elles s'alignent beaucoup mieux dans une direction très proche de la direction de la plaque. Donc, ici, cette étude-là en fait, a été faite avec seulement des ondes de surface, mais avec une très haute résolution dans cette région. Donc, ces données sismiques, donc, en résumé, nous permettent d'avoir une carte de la profondeur de la lithosphère à sténosphère. Et ceci est un exemple de cartographie maintenant à l'échelle globale. Donc, on a regardé le continent nord-américain, on a regardé l'Afrique du Sud, on a regardé l'Australie, mais on peut faire une étude globale, en général avec un peu moins de résolution si on fait une étude complètement globale. Et on s'aperçoit donc bien qu'on a une épaisseur épaisse. Ici, dans cette carte, elle est un peu saturée jusqu'à 300 km. Moi, je ne pense pas que la lithosphère soit si épaisse que ça. Elle n'est pas plus épaisse qu'environ 250 km. Mais ceci dit, on voit bien la différence entre les océans
où la lithosphère est de l'ordre de 60 à 70 km de profondeur, d'épaisseur, et les continents avec bien marqués tous les cratons, donc les régions les plus anciennes des continents. Alors, ceci dit, donc ça c'est une carte apportée par la sismologie, disons, on va dire essentiellement en longue période, avec un apport de la biréfringence des ondes SKS dans certaines régions. Mais les questions qu'on veut se poser, alors on va retourner un peu aux questions qu'on se posait dans les cours précédents, sur la nature de la zone à faible vitesse, et de la LAB, c'est-à-dire la limite entre la lithosphère et la sténosphère, la lithosphere-asténosphère boundary, et on va se concentrer pour le reste de ce cours sur les océans. On se pose la question, est-ce qu'on peut expliquer ces variations de profondeur et l'existence de cette transition entre la lithosphère et la sténosphère par des effets purement techniques, purement thermiques, ou est-ce qu'il faut autre chose? Et on a proposé, différents auteurs ont proposé une discussion qui a lieu depuis plus de 20 ou 30 ans sur d'autres possibilités de contraste entre ces deux disons, couches dans le manteau supérieur. L'une, ce serait une différence dans l'hydratation, donc, qui invoquerait la possibilité de déshydratation de la plaque au moment de sa formation, je vais en reparler, où on obtiendrait une lithosphère de nature différente au point de vue hydratation, qui serait dépourvue en eau, et une asténosphère qui, au contraire, serait de la péridotite donc plus d'origine, qui serait plus hydratée. Je reviendrai là-dessus. Il y a aussi la possibilité évoquée de présence de fusion partielle dans la sténosphère. Alors, nous allons en parler un moment. Je vais m'arrêter ici parce que c'est un bon moment pour voir s'il y a des questions sur ce que j'ai raconté jusqu'à présent. Bon, je continue. Alors, on va parler un peu de fusion partielle. Alors, ici, on revient au géotherme, donc la variation de la température en fonction de la profondeur de la surface jusqu'au centre de la Terre, ici donc en jaune, approximativement le géotherme dont on a beaucoup parlé récemment, enfin, dans les leçons précédentes. Et quand on compare ça aux courbes de fusion des matériaux terrestres, bon, là, on ne va pas trop s'intéresser au noyau. Dans le noyau, rapidement, on sait que la courbe de fusion de l'alliage de fer dont est constitué le noyau traverse le géotherme à la limite de la graine, qui explique, c'est comme ça qu'on explique la présence de la graine solide. Donc ici, le géotherme a une température inférieure à la courbe de fusion du fer, donc il va être à l'état solide. Par contre, dans le noyau externe, il va être à l'état liquide puisqu'on est passé de l'autre côté de la courbe de fusion. Et alors, dans le manteau silicaté, on est pratiquement partout au-dessus, c'est-à-dire la courbe de fusion des silicates, et il faut des températures très élevées qui sont plus élevées que les températures du manteau. Donc, l'essentiel du manteau est à l'état solide, sauf peut-être juste sous la lithosphère, ici dans les premiers centaines de kilomètres, où on peut traverser, où la courbe de fusion peut traverser le géotherme. Et bien sûr, ça va dépendre en détail. Si vous êtes dans une région plus chaude, vous avez plus de chances d'avoir de la fusion partielle que quand vous êtes dans une région plus froide. Et bien sûr, les régions candidates principales, ce sont les régions de Reed, où on sait qu'on a de la fusion partielle, qui est donc un élément très important dans la tectonique des plaques, et simplement le fait qu'on puisse avoir du magma et donc de créer de la croûte nouvelle. Alors, ce qui se passe, il faut un peu comprendre ce qui se passe quand vous avez un courant ascendant donc qui commence à l'état solide, le long d'un géotherme. Ici, c'est un géotherme à la température potentielle de 1300 degrés. Donc, température potentielle, ce serait la température qu'aurait cette particule si elle continuait le long de la diaba jusqu'à la surface. Et cette particule va rencontrer le solidus, c'est-à-dire la courbe à partir de laquelle commence la fusion. Donc, il y a deux courbes qui concerne la fusion, c'est le solidus
où on commence à 100% de solide et on va commencer à la fusion, une fusion partielle, et plus loin ici, à des températures plus élevées, le liquidus, où tout sera à droite de cette courbe-là, tout est à l'état liquide. Entre les deux, vous avez une matière qui est en fusion partielle avec une proportion de plus en plus grande de matière en fusion. Et donc, quand vous avez une particule qui remonte par décompression, donc la pression diminue ici le long de la diabate, elle va rencontrer le solidus, et donc là, elle va commencer à être affectée par la fusion partielle, et donc ensuite la courbe de température va changer, et suivant comment ça se passe, la courbe de température va arriver ici. Mais en général, on va avoir de l'ordre, on estime, à partir des mesures qu'on a faites sur les échantillons réels, qu'on atteint à peu près 20% de fusion partielle dans les rides, à l'intérieur des rides, à la surface. Alors, il y a ces deux éléments, il y a la fusion partielle et le contenu en eau. Les deux sont tout à fait liés. La fusion partielle peut commencer à plus basse température en présence d'eau, en présence de roches hydratées. Donc si la roche contient de l'élément H, donc de l'eau sous forme solide, incorporée à la roche, le solidus va être à plus basse température que pour de la roche complètement sèche. Donc c'est très important de savoir si la roche est hydratée et de combien. Et donc bien sûr, on peut estimer ensuite la profondeur à laquelle la fusion commence, dans la région de ride, en fonction de la proportion en eau contenue dans la roche mère, donc la roche qui remonte sous forme solide du fond du manteau. Et bien sûr, il faut connaître la courbe de température, il faut connaître le géotherme, puisque ça va dépendre aussi de ça. Alors, réciproquement, la fusion partielle influence la distribution en eau, j'en ai déjà mentionné, parce que la solubilité de l'eau dans le produit de fusion, donc quand vous avez une fusion partielle, vous avez la matrice solide qui reste et le produit de fusion. Et donc l'eau a tendance à aller plutôt dans le produit de fusion, et de tendance importante puisque c'est 1000 fois plus grand que la roche mère. Donc le processus de fusion partielle à l'aride peut être très effectif pour enlever l'eau de la lithosphère, et donc on peut comprendre que la lithosphère pourrait être vraiment beaucoup plus sèche que la roche dont elle provient, donc que la roche de l'asténosphère, de la roche du manteau plus profond dont elle a été issue. Alors, donc, un point important, c'est que personne ne conteste la présence de fusion partielle au-dessous des rides médio-océaniques, mais par contre, dans les bassins océaniques, donc, lorsque la plaque s'éloigne de la ride et devient de plus en plus âgée et se refroidit, la présence est encore très, très controversée. Alors on va en voir un peu en détail, plus de détails, mais la fusion partielle dans les limites dans lesquelles on pense qu'elle existe, donc dans la lithosphère, qui n'est pas qu'on peut plutôt dans l'asténosphère, qu'on peut estimer à partir, encore une fois, des échantillons qu'on mesure et à partir desquels on peut retourner à la roche d'origine, est trop faible pour vraiment expliquer les vitesses sismiques qu'on observe dans la zone à faible vitesse. Et ensuite, par contre, la présence d'eau, au contraire, a une influence importante aussi bien sur les vitesses sismiques par l'effet indirect du facteur de qualité, c'est-à-dire la présence d'eau affecte le facteur de qualité, c'est-à-dire l'atténuation des ondes de manière très importante, comme d'ailleurs la température, et elle affecte aussi la viscosité. Donc ce sont des éléments importants à tenir à l'esprit. Alors, on peut mesurer la quantité d'eau dans les basaltes des milieux de rides, donc des Mid-Ocean Ridge Basalts, qu'on appelle les MORB.
Et donc on estime ça à partir de l'analyse des échantillons, des expériences de laboratoire, de l'ordre de 0,05% en masse d'eau. Alors, comme on sait que ceux-ci ont été issus de 10 à 20% de fusion partielle de la péridotique, c'est-à-dire de la roche-mère, on peut en déduire la quantité d'eau contenue dans la roche-source et qu'on estime à de l'ordre de 125 millionièmes en masse d'eau dans la roche-source provenant du manteau. Et donc ça, c'est la roche-source. Mais alors ensuite, la roche-source, elle est composée de pyrolite, disons, dans le modèle standard, et donc qui contiennent de l'ivine, et aussi du pyroxène, de l'orthopyroxène, et puis un peu de grenat. Et donc si on retourne et qu'on calcule la proportion dans l'olivine, on obtient de l'ordre de 810 millionièmes, de 800 atomes H par million d'atomes silicium dans l'olivine d'origine. Et donc, en connaissant ces quantités donc, dans ces roches, on peut faire des comparaisons avec les mesures de laboratoire qu'on a faites, qui ont été faites depuis une quinzaine d'années, sur la variation de la viscosité avec le contenu en hydrogène ou en eau de l'olivine, et donc en déduire des conséquences sur la viscosité du manteau et de la sténosphère, qui serait donc de 500. Alors vous voyez, il y a des barres d'erreur assez importantes, mais qui pourraient être de l'ordre de 500 fois plus faibles que celles de l'olivine sèche à des températures et pressions appropriées au manteau supérieur. Alors ça, c'est donc un exemple ici où on voit cet effet sur la viscosité, donc à partir de mesures de laboratoire. Vous avez ici en fonction de la température, ou l'inverse de la température, et la vitesse de déformation, donc qu'on peut relier à la viscosité, dans le cas de l'olivine sèche et dans le cas de l'olivine avec des proportions d'eau qu'on estime à partir des mesures faites sur les roches réelles. Et donc vous voyez qu'on atteint facilement plusieurs ordres de grandeur de différence. Et donc, si on tient compte du fait que la solubilité de l'eau dans le produit de fusion, comme je l'ai dit avant, est 1000 fois plus grande que dans la roche-mère, donc on peut en déduire non seulement le contenu en eau en fonction de la profondeur qui va être beaucoup plus faible ici dans la lithosphère, donc ici en fonction de la profondeur, le contenu en eau dans l'olivine, très faible dans pratiquement nul ou presque très très faible dans la lithosphère, et ensuite plus important donc dans la sténosphère. Alors ici, les calculs vont être assez différents suivant qu'on fait certaines hypothèses sur la façon dont se fait la fusion partielle, mais je ne vais pas entrer dans les détails. L'important, c'est de retenir cette variation du contenu en eau. Et donc, quand on va convertir ça en viscosité, en fonction de la profondeur, on va avoir dans la lithosphère une lithosphère très sèche, et donc à très forte viscosité, et une lithosphère plus hydratée dans la sténosphère, avec peut-être 3 ordres de grandeur de différence, donc une viscosité de l'ordre de 10 puissance 18 pascal seconde dans la sténosphère, comparée à la lithosphère de l'ordre de 10 puissance 21. Donc ceci, bien sûr, ce sont des estimations. Il y a beaucoup d'hypothèses qui rentrent en jeu, et donc on voudrait pouvoir avoir un moyen de vérifier ces hypothèses d'une manière ou d'une autre. Alors, donc, l'hypothèse d'une lithosphère océanique sèche et d'une asténosphère hydratée. Alors, dans cette hypothèse, cette séparation entre le contenu en eau de la lithosphère et de la sténosphère se produirait à l'aride, au moment de la formation de la lithosphère. Ensuite, la lithosphère est formée, elle s'écarte, donc, et elle se refroidit en s'écartant de l'aride. Et là, on invoque que la diffusion de l'hydrogène est très lente dans les roches du manteau. Donc l'hydratation par en dessous, donc de la zone plus hydratée de la sténosphère vers la lithosphère, va être très très lente et ne va pas vraiment, disons, être très efficace. Donc l'hydratation très faible de la lithosphère océanique va persister avec l'âge, c'est-à-dire avec sa position loin
la distance à l'aride. Et donc, bien sûr, l'autre aspect important, c'est qu'on peut avoir une transition brusque entre la lithosphère et la sténosphère, une transition brusque dans la viscosité, hein, donc une espèce d'horizon d'hydratation qui aurait été acquis à l'aride et aurait continué. Et dans ce cas-là, cette transition ne changerait pas beaucoup de profondeur. On ne verrait pas un changement de profondeur avec l'âge très net, ce serait à peu près à la même profondeur. Et la même chose pour les vitesses sismiques, on pourrait avoir une transition lithosphère à sténosphère dans les vitesses sismiques très rapide, donc sur une profondeur, sur un gradient très faible, un gradient très fort plutôt, juste sur une variation de vitesse très rapide sur une profondeur réduite, et donc par l'intermédiaire de cet effet d'atténuation. Alors, revenons aux données. Quelles sont les données qu'on peut confronter à ceci? Les données que je vous ai montrées d'anisotropie et de vitesse sismique à partir des ondes de longue période nous donnent une idée du premier ordre, mais elles ne nous permettent pas de contraindre vraiment ce saut de vitesse à la base de la lithosphère. Donc il faut d'autres données. Mais regardons un moment, revenons à cette figure que j'avais montrée, je crois, la première fois, où donc on reparle ici de la zone à faible vitesse sismique, vitesse d'onde de cisaillement dans le manteau en moyenne. Et je vous avais dit que donc avec ce qu'on sait des propriétés des roches ou des minéraux qui constituent la roche du manteau, dans le modèle pyrolithique, on pouvait reconstituer, disons, une variation avec la profondeur des vitesses sismiques, donc prédite par des modèles basés sur une pyrolite sèche, sans aucune addition d'eau et sans fusion partielle, donc à l'état solide, et qu'on pouvait, rien que par les effets combinés de température et de pression, on pouvait reconstituer une zone à faible vitesse, telle qu'on l'observe, qui n'est pas très différente au point de vue des vitesses sismiques prédites ou donc calculées, de celles qu'on obtient par des modèles sismiques. Ici, vous avez un certain nombre de modèles sismiques montrés ici. Et ce modèle, si on lui rajoute l'effet de l'atténuation sur ce modèle synthétique, il va diminuer encore les vitesses dans la sténosphère et on arrive, si on invoque en plus les effets d'anisotropie, on arrive pratiquement à des valeurs dans la zone à faible vitesse qui correspondent à celles mesurées. Mais ça, c'est donc dans les bassins océaniques. Par contre, dans les rides, on observe des vitesses SH qui sont beaucoup plus faibles, de l'ordre de 4 km par seconde, qui sont très difficiles à mesurer qui sont très difficiles à expliquer par ce modèle purement solide et purement donc sec. Alors, retournons donc aux observations sismiques, et je vais y rajouter des observations magnétotelluriques, si j'ai le temps. Donc, on va se poser les questions, est-ce qu'on a d'autres méthodes de mesure, donc d'observation à la surface de la Terre, qui nous permettent de décider s'il y a présence d'eau dans la sténosphère océanique et aussi la présence de fusion partielle loin des rides, à grande distance des rides océaniques. Alors, encore un petit modèle ici. Alors, les auteurs sont partagés sur la question. La discussion continue. Ici, donc, je vous avais montré le modèle de Stixrud et Litgo-Bertoloni. Ici, c'est un autre modèle. Donc, ce sont les physiciens des matériaux. Le premier modèle, c'était un modèle théorique qui était calculé à partir des propriétés qu'on connaît des minéraux du manteau. Celui-ci, c'est un modèle. Ce sont des résultats basés sur des résultats expérimentaux, donc de mesure des propriétés des roches à haute température et haute pression en laboratoire, et en particulier des mesures de l'atténuation, parce que l'atténuation est très importante. Donc ici, ce qu'on voit, c'est 3 panneaux, la température en fonction, donc le géotherme, parce qu'il faut toujours fixer le géotherme en fonction de la profondeur. Donc ici, 2 températures potentielles, donc 2 géothermes un peu différents, 1300 degrés Celsius et 1400 degrés Celsius. Ici, ces colonnes-là montrent les vitesses
les vitesses donc de cisaillement, et donc moyenne, isotrope, je pense, dans ces cas-là. Et ici, le facteur de qualité, donc, qui marque l'atténuation des ondes sismiques, qui est donc cette quantité qu'on appelle Q, et qui est donc un nombre sans dimension, de l'ordre de plusieurs centaines, entre 100 et 300 dans le manteau. Et donc on compare pour ces isothermes donnés la prédiction d'un modèle basé sur leurs expériences, qui va dépendre de la température potentielle, d'un certain volume d'activation et d'une taille de grain. Et ces auteurs ont fait des expériences sur des tailles de grains différents et avec des hypothèses différentes donc, sur les volumes d'activation qui sont importants pour l'atténuation puisque c'est un processus avec une loi d'activation par la température, une loi d'Arrhenius qui fait intervenir un volume d'activation et une énergie d'activation. Et donc vous voyez ici que suivant la taille des grains, ici 1 mm, 5 cm, on compare les variations prédites par ce modèle basé sur l'expérimental à un modèle sismique. Ici, le modèle de Geraghty et al. 1996, dont je vais parler incessamment. Vous notez ici que ce modèle a une transition brutale, ici vers 65 km de profondeur. Mais en moyenne, la courbe ici pour la température potentielle de 1300 degrés avec suit, disons, pas trop mal la variation observée par la sismologie des vitesses avec la profondeur. Et c'est pareil pour l'atténuation. En noir, vous avez des modèles sismiques et plusieurs modèles sismiques pour vous voyez un peu l'incertitude sur ces modèles. Et en vert, les prédictions pour différentes tailles de grains. Et en gros, si vous voulez, en premier ordre, ça colle pas trop mal. Ici, ils ont essayé de faire varier la température potentielle et ces différents paramètres, le volume d'activation, etc., pour vous montrer les différences. En tout cas, la conclusion de ces auteurs-là, c'est qu'on peut expliquer une très grande partie des observations sismiques donc dans les océans, c'est un modèle de bassin océanique ici, par des processus uniquement dus à la température et à la taille des grains et sans faire intervenir en particulier de fusion partielle ou autre chose. Ceci est encore une autre figure des mêmes auteurs, où ici on a les géothermes correspondant à différentes parties de l'océan, donc en fonction de l'âge, hein, donc un géotherme de plus en plus, avec une transition de plus en plus importante suivant que l'âge est jeune, hein, donc, disons, qui devient de plus en plus froid quand la plaque se refroidit. Et pour chacun de ces géothermes, les prédictions du modèle de ce modèle expérimental, qui est donné par les lignes continues correspondant aux mêmes couleurs, est comparées aux observations sismiques, enfin, au modèle sismique océanique en fonction de l'âge. Et aussi, donc, ils arrivent à peu près assez bien voir ces variations avec l'âge, mais vous voyez, dans les détails, il y a quand même pas mal de différences dans les premiers 100 km de profondeur. Alors donc, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut obtenir plus de renseignements? La question qui va se poser, c'est donc quel est donc ce contraste entre la lithosphère? Est-elle sèche, sans fusion partielle? La fusion partielle dans la lithosphère, on est à peu près d'accord sur le fait qu'il n'y en a pas ou vraiment très peu. Mais est-ce qu'on peut contraster ça avec une asténosphère plus hydratée et surtout la présence de fusion partielle donc, pour des âges, dans les bassins océaniques pour des âges assez importants, disons de 50 à 100 millions d'années d'âge de la croûte dans les océans. Alors la différence entre ces différents... Qu'est-ce qu'on peut observer? Donc ça c'est un géotherme typique. Suivant qu'on va avoir des effets de température, un effet thermique va être un effet relativement doux, c'est-à-dire on va avoir une transition
assez douce. Ici, on va avoir une zone à faible vitesse. Bon, ce dessin n'est peut-être pas... oui, ça c'est la vitesse. Ici, c'est la viscosité. On ne va pas voir une très rapide variation dans la viscosité à la limite entre la lithosphère et la sténosphère. Par contre, si on a donc une déshydratation dans la lithosphère par rapport à la sténosphère, on va avoir une transition un peu plus franche. Et par contre, si on a en plus une fusion partielle, donc juste sous la lithosphère, on va avoir encore une variation encore plus marquée, avec des sauts de vitesse encore plus importants, donc à la limite lithosphère-sténosphère. Alors comment étudie-t-on cela? On va étudier ça, donc j'ai un titre ici, stratification dans le manteau supérieur. Donc on va regarder sous les océans aujourd'hui, et ensuite on en reparlera aussi sous les continents, parce que ça pose d'autres questions très intéressantes. Et pour ça, on va utiliser les propriétés ou les observations basées sur les ondes de volume qui se réfléchissent ou qui se convertissent sur les discontinuités de structure. Et ceci va peut-être nous permettre de nous renseigner un peu sur exactement ce qui se passe à ces limites. Et donc là, je peux déjà parler de ces lettres. Ici, c'est pour Gutenberg, c'est la discontinuité de Gutenberg qui avait été donc trouvée pour la première fois par Gutenberg dans les années 20 et qui est associée en général avec, que la plupart des gens associent avec la limite lithosphère-asténosphère dans les océans. Par contre, ici, cette lettre L est associée en fait à tort avec la discontinuité de Lehmann, mais en fait, il faut dire c'est la limite lithosphère-asténosphère dans les continents qui serait donc plus profonde et dont on verra la nature contrastée. Alors, les ondes réfléchies ou converties. Alors, commençons par les ondes réfléchies. Il y en a plusieurs types qu'on utilise. On utilise les ondes SCS multiples. Les ondes SCS multiples, ce sont des ondes qui se réfléchissent plusieurs fois entre une source et une station à la limite noyau-manteau. L'onde SCS directe, c'est une seule réflexion, c'est ce trajet rouge ici, mais vous pouvez avoir 2 réflexions, ou 3 ou 4, et ça va être les réflexions SC2, SC3, SC4, qui vont arriver les unes après les autres, donc elles ont des trajets de plus en plus longs, donc plus il y a de réflexions, plus elles arriveront tard. Et on les observe très bien pour des séismes profonds, c'est-à-dire des séismes vraiment profonds, donc par exemple 600 km de profondeur, parce que pour ces séismes-là, les ondes de surface ne sont pas très bien excitées et on a une espèce de fenêtre dans le temps qui n'est pas perturbée par toutes les ondes qui se propagent le long de la surface et où on va pouvoir très bien donc, voir ces ondes SCS multiples et aussi, donc, comme c'est des séismes profonds, on va voir ce qu'on appelle les phases de profondeur, c'est-à-dire les phases qui sont d'abord réfléchies sur la surface pour ensuite se réfléchir sur la limite noyau-manteau. Donc on a des paires de phases, ici de la onde SCS, la phase de profondeur, plus loin l'onde 2 fois réfléchie avec sa phase de profondeur, etc., etc. Et bien sûr, en fonction du temps, elles vont s'atténuer puisqu'elles ont des trajets de plus en plus longs dans une Terre qui n'est pas parfaitement élastique. Alors ça, c'est très bien, c'est des réflexions sur la limite noyau-manteau, mais ce qui nous intéresse, c'est en fait des réflexions secondaires, donc ça c'était les réflexions primaires, les réflexions secondaires de ces ondes qui peuvent aussi se réfléchir sur, non seulement sur la surface, mais aussi sur des discontinuités du manteau. Alors ici, ces exemples-là sont pour les discontinuités les plus fortes, qui sont celles de la zone de transition, les discontinuités à 400 km et à 660 km, mais on peut espérer aussi pouvoir détecter l'effet des discontinuités à la base de la lithosphère. Alors, l'intérêt de ces ondes, ce sont des ondes réfléchies qui permettent d'échantillonner les océans et les continents aussi bien, puisqu'on peut les observer sur des trajets, sur des distances assez longues. Ici, vous voyez un exemple à 60 degrés de distance, on peut aller même à plus longue distance. Donc on peut traverser les océans et donc avoir une idée de la structure dans les océans à partir de ces ondes. Et donc, des ondes réfléchies. L'autre type de données, ce sont, de données réfléchies aussi,
ce sont ce qu'on appelle les précurseurs aux ondes SS. Alors l'onde SS, c'est l'onde qui se réfléchit, qui donc se propage dans le manteau et se réfléchit une fois à la surface de la Terre. Et elle peut être parfois précédée d'un précurseur qui s'est réfléchi à une discontinuité plus profonde. Et donc ici, encore une fois, on les voit, celles qu'on voit le mieux à l'œil nu, enfin pas tout à fait, en fait, il faut quand même faire des sommes de traces. Ici, c'est celle des discontinuités de 660 et 400 km de profondeur qui sont ainsi indiquées ici sur cette trace sommet, un exemple de trace sommet, vous l'avez le long de l'SS, et juste avant, jusqu'à à peu près 200 à 300 secondes avant, vous avez l'onde qui s'est réfléchie sur la 660, une autre qui s'est réfléchie à 410, et ici, une onde qui aurait pu effectivement se réfléchir sur la limite lithosphère à sénosphère si on est en milieu continental. Je ne me souviens plus de quel trajet il s'agit. Et donc celles-ci permettent aussi d'échantillonner les océans, puisqu'on peut les observer à très grande distance, on peut les observer jusqu'à 150-160 degrés de distance, et donc traverser également les océans. Et pour voir comme ces ondes sont utilisées très très fréquemment pour étudier les discontinuités de la zone de transition, ici vous avez un exemple vraiment spectaculaire où on a aligné des traces, c'est des traces observées globalement, donc c'est un ensemble de trajets tout à fait, toutes traces confondues sur station entre les distances de 80 et 180 degrés. Vous avez ici les sismogrammes alignés ici sur la trace SS, sur l'onde SS, et donc tout ce qui est ici à temps négatif, ce sont les ondes qui sont arrivées avant. Et donc on a coloré en rouge les amplitudes qui vont vers la gauche, celles en bleu les amplitudes qui vont vers la droite. On les a alignées de manière à ce que l'onde SS soit toujours une amplitude dans le même sens. Et vous voyez apparaître à l'œil nu la discontinuité ici de 410. Ici, c'est l'interprétation de ce diagramme. Vous voyez la discontinuité de 410, c'est l'onde réfléchie par en dessous sur la discontinuité de 410. Ici, c'est l'onde réfléchie sur la 660. Et on voit quand on regarde un peu, on voit d'autres ondes qui viennent ici avec des pentes différentes, des lenteurs différentes, qui correspondent à d'autres trajets un peu plus compliqués, mais aussi une interaction avec les ondes. Et si vous regardez de près, vous verrez peut-être ici quelque chose, un peu, on voit apparaître, mais au niveau global, c'est très difficile, qui pourrait correspondre là à une discontinuité autour de 200 km. Alors, donc, pour revenir, ça c'est les deux types donc, de SCS multiples et les ondes réfléchies, donc les précurseurs aux ondes SS. Avec cet ensemble de données, et plus précisément surtout les ondes de SCS multiples, donc sur un trajet ici entre les sources sont dans la zone de subduction Tonga-Fidji et les observations à Hawaï, Kipapa ici. Et donc on regarde ces réverbérations dans tout le manteau et on peut, à partir de ça, construire ce qu'on appelle un profil de réflectivité, et donc où on verra apparaître les discontinuités auxquelles se sont réfléchies ces ondes sur ce trajet, donc en traversant. Et on voit apparaître très clairement, ici donc en fonction de la profondeur, cette réflectivité, la discontinuité de 660, la discontinuité de 440, et aussi une discontinuité ici que les auteurs ont associée avec la discontinuité de Gutenberg, qui serait vers 65 km de profondeur. Ces discontinuités, le sens dans lequel on voit ce maximum a un sens. Quand il est ici vers la droite, ça veut dire qu'on a une discontinuité où la vitesse augmente avec la profondeur. Par contre, si on a un maximum dans l'autre sens, c'est qu'on a une diminution, du moins dans le manteau supérieur, c'est qu'on a une diminution de la vitesse en fonction de la profondeur. Ça peut jouer un rôle important. Alors, donc ici, on détecte une discontinuité qui pourrait correspondre à la limite donc lithosphère-asténosphère. Il y a un autre aspect de cette étude qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi regardé les formes d'ondes dans les ondes de surface et les ondes de volume. Et ici, ce sont les enregistrements qu'ils ont faits. Et on voit bien qu'on a besoin d'anisotropie. Alors, on le voit, donc je voulais vous montrer ça parce que c'est l'anisotropie radiale, parce que c'est un exemple vraiment très frappant.
On a ici un modèle qu'ils ont construit qui était un modèle isotrope qui explique bien les composantes verticales et radiales, donc la partie SV. Vous voyez l'onde de surface, si on se concentre sur l'onde de surface, on explique bien la dispersion des ondes de surface. De même ici, ça c'est un autre enregistrement, et on regarde non pas l'onde de Rayleigh, mais une onde réfléchie 2 fois sur la surface, l'onde SSS. Et ce modèle explique très bien ces données. Par contre, quand on regarde sur la composante transversale, ça c'est les données et ça c'est les prédictions de ce modèle, et on voit qu'elles sont décalées. On n'arrive pas bien à expliquer les temps de propagation de l'onde de Love. Et pareil, on n'arrive pas à bien expliquer les temps de propagation de l'onde SSS. Le modèle est trop lent. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de l'anisotropie radiale avec les vitesses SH supérieures aux vitesses SV, et c'est ce qu'on voit vraiment partout. Donc ça, c'est absolument pas consistant. Donc ça, c'est un exemple qui a trait à ce que j'ai plutôt raconté la dernière fois, mais je voulais vous montrer. Donc ça a donc donné lieu à la construction d'un modèle donc pour ce corridor pour ce couloir entre Fidji-Tonga et donc Hawaï, qui va être un modèle anisotrope, donc avec des variations en fonction de la profondeur différentes pour les ondes polarisées verticalement et horizontalement, qui est marquée ici par la différence entre les traits pleins et les traits pointillés. Donc vous avez un modèle qui a à la fois la densité, les vitesses P et les vitesses des ondes S. Ils ont accès à tous ces paramètres parce qu'ils ont justement non seulement les ondes de surface, mais ils ont aussi des ondes de volume et la réflectivité, donc, qui dépend de l'impédance, c'est-à-dire le produit de la densité et des vitesses, qui leur permettent d'avoir un peu de contraintes sur la densité. Et donc voilà, alors ce modèle est important puisqu'il est la base de nombreuses études ultérieures sur disons, l'interprétation ou sur la structure en milieu océanique. Ils observent un saut de vitesse de 6% à cette discontinuité G, qui en plus, ils peuvent contraindre l'épaisseur sur laquelle s'est produit ce saut, et ils trouvent que ce saut s'est produit sur une épaisseur inférieure à 330 km, ce qui est assez peu. Et cette profondeur en plus de 60 km, ils remarquent que c'est beaucoup moins profond que ce qu'on pourrait supposer si on raisonnait en termes de couche limite thermique, avec l'âge correspondant à ce couloir donc, entre Fidji et Hawaï, qui est, je ne sais plus exactement quel est l'âge, mais de l'ordre de, si je dis 100 millions d'années, je ne suis pas trop loin, je pense. Et donc, on peut calculer quelle serait l'épaisseur de la couche limite thermique si c'était ça l'effet, il serait beaucoup plus épais. Donc, on voit autre chose. Et donc, ces auteurs ont proposé à l'époque que ce serait justement dû à un front d'hydratation qui aurait été mis en place au moment de la formation de la plaque à l'aride Est-Pacifique, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et donc qui pourrait expliquer qu'on n'aurait pas une augmentation avec l'âge de la profondeur, mais éventuellement, il faudrait vérifier que cette profondeur de 60 km est observée aussi à d'autres âges de la lithosphère. Alors, c'est ce qu'ont fait plus récemment Bagley et Reveno. Ils ont, eux, étendu ce genre d'études à d'autres trajets. Ici, c'est le trajet d'origine, Fidji, Tonga, à Hawaï. Ils ont fait d'autres observations, toutes donc, à Hawaï, mais pour des sources provenant de différentes parties de l'océan Pacifique. Et ils voient également, très bien, donc ils ont classé leurs données, alors c'est aussi des profils de réflectivité, avec en jaune ici les discontinuités principales observées, et ils les ont classées en fonction de l'observation ou non d'une discontinuité ici vers 200 et 300 km de profondeur. Dans les profils d'ici, ils l'ont, dans les profils à droite, ils ne l'ont pas. Mais pour l'instant, nous, on va s'intéresser seulement à cette discontinuité-ci, la discontinuité G, qu'on observe vraiment partout, et donc qui est une discontinuité négative, c'est-à-dire un saut de vitesse qui donc devient où la vitesse diminue avec la profondeur. Alors je ne sais plus ce que j'ai dit avant, mais quand je vous ai montré donc
réflectivité positive, je me suis peut-être trompée de sens. En tout cas, ici, c'est bien une discontinuité négative, c'est-à-dire vitesse qui est plus lente en dessous, à plus grande profondeur qu'à plus faible profondeur. Par contre, les discontinuités C de 400 km et 660 km ont bien une réflectivité positive, c'est-à-dire un saut de vitesse, la vitesse augmente avec la profondeur. Voilà. Et donc, oui, alors cette discontinuité-ci, qui serait une discontinuité positive, qui est une discontinuité qui est plus ou moins contestée parce qu'on ne l'observe pas dans le monde entier. Vous voyez, il y a des traces où on l'observe et des traces où on ne l'observe pas. Elle pourrait être associée avec la base de la zone à faible vitesse. Mais bon, c'est encore assez incertain, et celle-ci, on l'appelle la discontinuité de Lehmann. Alors, à ne pas confondre avec l'autre L que je vous ai montré avant, il faut que je fasse attention à ça. Et donc, on peut se poser la question, à partir de ces données-là, est-ce qu'on peut vraiment contraindre le saut de vitesse à cette discontinuité ? Ici, ça vous donne une idée de la résolution qu'on peut avoir. Alors ça, c'est le profil de réflectivité et différents modèles. Donc, il y a, suivant tous ces modèles-là, conviennent pas mal avec les données. Je ne vois pas les données là-dessus, mais il y a 3 modèles avec une discontinuité vraiment franche, complètement immédiate, et des discontinuités avec des gradients plus ou moins forts. Et vous voyez qu'on ne distingue pas forcément très bien, mais en tout cas, on peut contraindre le saut d'impédance à être de l'ordre de 8 à 10%. Alors en général, on va mettre ce saut d'impédance, on va l'interpréter essentiellement en fonction d'un saut dans la vitesse des S, mais on peut très bien aussi avoir un saut en densité. On ne peut pas résoudre cette différence uniquement avec ces données-là. Alors, une autre type de données qui regarde là maintenant un très grand nombre de différentes ondes qui se réfléchissent à la surface de la Terre et aux discontinuités qu'elles rencontrent entre-temps, et donc une étude de forme d'onde à travers, sur un trajet ici en Californie, un trajet jusqu'à Kipapa. Et donc, ces auteurs-là construisent un modèle qui vérifie bien la dispersion des ondes de surface et la dispersion des ondes qui se propagent dans le manteau supérieur. Ils ont un peu plus de mal avec les ondes S, mais ces ondes S, elles vont très profond dans le manteau, donc ils n'ont pas essayé de mieux contraindre le manteau plus profond. Mais dans le manteau supérieur, encore une fois, c'est donc un nouveau modèle, PAC 06, qui trouve aussi une discontinuité très forte de l'ordre à environ 60 km. Donc ça confirme les résultats précédents. Et et en plus, les vitesses qu'ils voient ici, les vitesses minimales, d'après ces auteurs, en plus, ils voient de l'anisotropie et des vitesses minimales. Ici, c'est, je crois, VSH, donc c'est des vitesses plus fortes, mais les vitesses minimales en SV sont de l'ordre de 4.2, qui sont difficiles à expliquer avec simplement un modèle thermique également. Alors, passons aux ondes converties. Je vais juste commencer. Je vais juste dire un mot et puis je vais m'arrêter là, je pense. Mais donc, l'autre type de données, ce sont les fonctions, les ondes converties, qui, elles, donc on peut avoir une onde, je repartirai de ça la prochaine fois, mais je voulais simplement introduire ce sujet. Donc, on a une onde qui arrive sur une discontinuité sous la forme, comme onde, par exemple, P, et elle va se convertir, il va y avoir une conversion en onde S, et donc elle va arriver à la station sous la forme d'une onde S, avec les polarisations de l'onde S, et donc, après, vous pouvez en avoir une autre qui peut se convertir à la discontinuité de 410 km ou à la discontinuité ou au MOO, c'est-à-dire à la limite la croûte et le manteau, ou à une discontinuité ou à la base de la lithosphère. Et donc, vous allez pouvoir, en regardant les formes d'ondes, en comparant les formes d'ondes sur différentes composantes, vous allez pouvoir extraire les temps d'arrivée et aussi les amplitudes de ces ondes converties, et donc en déduire des informations sur la profondeur et la qualité, disons, et les gradients à ces différentes discontinuités.
Alors, ces ondes, je vais m'arrêter là, ces ondes sont des ondes converties sous les stations. Alors, comme on a des stations essentiellement dans les continents et seulement sous quelques îles océaniques, ce genre de données vont échantillonner le manteau seulement sous les continents. Donc, c'est une limitation de ce genre de données, mais ce sont quand même des données assez utiles. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je reprendrai la prochaine fois. Merci.